OK. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Samuel Yvon. Je suis étudiant au DIRO, donc en informatique, et je suis présentement sous la supervision de Genya Anne pour un stage en théorie des graphes. Donc, je m'intéresse aux jeux de police et voleurs. Mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui parce que Jérémy Turcotte a déjà volé ce sujet de présentation il y a quelques semaines. Donc, aujourd'hui, on va parler de la compression des chaînes de caractères, en particulier des bits. Mais pour motiver un peu cette présentation, je vais vous parler un peu de la série télé Silicon Valley. Puis si vous avez lu mon comic résumé de présentation et que vous avez écouté cette série-là, j'espère que vous avez compris les références puis les liens avec la présentation d'aujourd'hui. Puis pour les autres, ben la série raconte un peu l'histoire d'un groupe de programmeurs extraordinaires qui fondent une compagnie basée sur un algorithme de compression. Donc tout leur produit sont en quelque sorte dérivés de cet algorithme fantastique qui peut compresser les données de tout type à un taux de compression impressionnant, par exemple. Je peux sans rentrer dans les détails peu pertinents. Puis mon but aujourd'hui, dans le fond, c'est vraiment de détruire ce rêve de construire un algorithme de compression de données universel qui est présenté dans la série TV, puis de vous montrer que c'est impossible à faire, en fait. Puis pour faire ça, on va commencer par des définitions élémentaires. Donc, je vous ramène à l'école primaire. Donc, un alphabet, c'est un ensemble fini non vide de symboles. Puis les symboles ici, ça va être 0 et 1, mais il n'y a pas de limitation quelconque. Si vous voulez travailler avec l'alphabet Wingdings, libre à vous. Puis pour aller avec un alphabet, ben il y a les mots. Puis les mots, dans le fond, ça va être des chaînes de symboles qui sont issus de l'alphabet. Donc un mot, c'est par référence, c'est relatif à un alphabet. Puis, on peut dire que formellement, un mot fait partie d'un alphabet s'il existe une chaîne de symboles de cet alphabet, blablabla, qui compose le mot. Puis, sigma étoile va être l'ensemble de tous les mots qu'on est capable de produire sur cet alphabet-là. Puis si sigma est l'alphabet, là, évidemment. Puis, ben c'est ça pour les mots. Je pense que j'ai rien à dire de plus. Là. C'est assez simple. Vous avez peut-être déjà vu ça. Si vous avez fait de l'informatique, c'est sûr que oui. Sinon, ben, c'est ça. Bon, maintenant, on va parler un peu plus. On va rentrer dans le vif du sujet. Puis, je vous préviens d'avance. Les outils que je vais utiliser ici, c'est des outils qui sont pas nécessairement complexes, mais leur définition requiert beaucoup de temps et de gossage technique, si vous me permettez l'expression. Donc, on va faire un survol à vue d'oiseau. Mais l'oiseau, il va être très haut dans le ciel, puis ça va être très informel pour l'instant. Puis j'espère que vous me pardonnez cette transgression mathématique. Mais on va faire ça informellement pour l'instant. Donc, on va définir des fonctions qu'on va dire calculables pour cette présentation-là. Puis des fonctions calculables, ça va être des fonctions qui vont prendre un symbole de notre alphabet, un mot dans notre alphabet, donc un mot engendré dans l'alphabet, donc un mot binaire ici là, pour cette présentation, puis qui va en produire un autre. Puis ça va être des fonctions totales, puis qu'on est, avec la particularité qu'on est capable d'encoder cette fonction-là en utilisant les symboles de l'alphabet. Puis évidemment, pour encoder une fonction avec les symboles de l'alphabet, ça nous prend une convention d'encodage ou une espèce de façon de faire. Puis je ne veux pas rentrer dans les détails de comment on fait pour encoder nos fonctions. On suppose que la convention elle est fixée, mais je ne la définis pas ici. Puis c'est très formellement défini, c'est juste que je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je vais vous parler juste de cette façon de faire-là sans aucunement vous parler du sujet intéressant. Donc, pardonnez-moi ça, mais c'est ça qu'on fait. Donc là, je ne vous ai pas défini le mécanisme d'encodage, fait que le premier théorème va vous sembler plus de l'allure d'un axiome que d'un théorème, mais c'est pas grave. Donc, avec cet encodage-là, il existe une fonction U qui est capable d'interpréter, dans le fond, les fonctions. Donc, si on lui donne en entrée une fonction, puis un mot, on les met un à côté de l'autre, on les colle, ça fait un nouveau mot. Donc, la première partie, c'est un mot. La première partie, c'est une fonction encodée. La deuxième partie, c'est un mot. Cette fonction universelle U est capable de calculer la fonction sur le mot.
Puis, cette fonction a la particularité d'être aussi calculable. Donc, cette fonction-là existe. Puis, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que ça nous permet d'utiliser des fonctions comme étant des sous-fonctions. Ça, c'est une propriété intéressante parce que là, ça nous rapproche beaucoup d'une fonction qu'on retrouve sur un ordinateur, puis c'est plus analogue à un programme informatique. Donc, on peut voir U comme étant en fait un ordinateur, puis on peut voir M comme étant un programme dans cet ordinateur, ou on peut voir de façon analogue U un langage de programmation, puis M une fonction dans ce langage de programmation-là. C'est la même chose en fait. Puis, c'est le dernier commentaire de cette slide-là, c'est justement qu'on vient de définir un ordinateur en fait. On peut simuler toutes les fonctions M à partir d'un ordinateur, parce qu'on est capable de les encoder puis les décoder, puis d'interpréter selon ce mécanisme-là d'encodage les fonctions. Puis inversement, on peut représenter un ordinateur avec les fonctions M. Mais cette partie-là est un petit peu plus ardue à définir. Bon. Maintenant qu'on est capable de définir des fonctions, puis de les exécuter, on va parler de la compressibilité des mots, puis on va parler de c'est quoi une compression pour un mot dans notre système. Bon. Un mot est compressible s'il existe une fonction qui va prendre en entrée un paramètre. Puis ce paramètre-là, on va appeler ça l'indice. Donc, si on passe à cette fonction-là un indice, puis que le retour ou le résultat de cette fonction-là, c'est le mot W qu'on cherche à comprimer, on va dire que le mot est compressible si 2 fois la taille de l'encodage de la fonction, plus 1 fois la taille de l'indice, plus 2, est plus petite que la taille du mot. Puis là, cette équation, ou cette inéquation plutôt, devrait vous sembler sortie de vraiment nulle part. Puis à quelque part, elle l'est, parce qu'on peut faire mieux que ça. C'est un peu une borne triviale, si on veut, sur qu'est-ce que ça veut dire être compressible. Parce que en fait, la raison pourquoi on utilise cette définition-là, c'est que il faut être capable de définir c'est quoi une compression pour dire qu'un mot est compressible. Puis la compression, dans le fond, ça va être l'encodage de la machine suivi du mot. Mais le problème avec ça, c'est que pour un programme informatique, parce que c'est ça l'analogie qu'on va utiliser ici, il faut être capable de déterminer dans une chaîne binaire quand est-ce que l'encodage de la fonction finit, puis quand est-ce que l'indice commence. Puis c'est essentiel de pouvoir faire ça, parce que sinon, ça pourrait... On peut essayer toutes les valeurs possibles, mais c'est un peu stupide. Là. Puis en fait, si on trouve on sait pas quand c'est quoi la bonne valeur, puis il y a plein de problèmes avec ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va écrire l'encodage de la machine, puis on va dédoubler chaque bit. Puis quand on va avoir fini, on va écrire 0, 1. Puis 0, 1, c'est pas une paire doublée. Fait qu'on sait que l'encodage de la machine termine à ce point-là. Puis donc, par convention, le reste va être l'indice. Donc, j'ai donné un petit exemple ici. Si M, qui est l'encodage de la machine, c'est 1, 0, 1, 0, 1, puis que l'indice, c'est juste 0, bien la compression, ça va être 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 encore une fois. Après ça, on a le séparateur, 0, 1. Puis après ça, on a l'indice 0. Donc, c'est comme ça qu'on va définir si un mot est compressible ou pas. Puis donc, cette formule-là n'est pas obligée de savoir. Il y a d'autres façons de faire ça. On peut utiliser la taille de la machine, puis mettre le logarithme en doublon, puis on peut faire mieux, mais c'est pas vraiment important pour nos besoins ici. Là. C'est juste une borne intéressante qui aide à visualiser un peu ce qui se passe. Donc peut-être, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet cette fois-ci, on va rentrer dans pourquoi en fait c'est impossible de faire un algorithme de compression universelle. Puis la première raison, c'est qu'il existe une infinité de mots qui vont être incompressibles de façon... ils vont être incompressibles. Incompressibles. Puis on va prouver ce fait-là, puis vous allez voir que c'est une preuve un peu triviale, en fait. C'est un peu plate comment facile que c'est. Et voilà. Donc, pour faire ça, on va montrer que pour chaque longueur de mot, il y a au moins un mot qui est incompressible. Puis pour faire ça, on va utiliser un argument de comptage très simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'observation que, comme on utilise des mots en binaire, il y a 2 à la n mots de longueur n. Donc pour être une compression, les mots doivent être encodés avec au plus n-1 symboles. Et donc, si on fait juste la somme de tous les mots possibles, il y en a 2 à la 0, parce qu'il y a un mot, dans le fond, de taille 0.
puis 2 à la 1, blablabla. On fait la somme jusqu'à 2 à la n moins 1. Puis on arrive à 2 à la n moins 1 mots qui sont potentiellement des compressions. Puis ben, on se rend compte donc qu'il y en a au moins un qui doit être... qui peut pas être qui peut pas recevoir, qui peut pas servir de compression pour un mot, dans le fond. Et donc, il existe au moins un mot incompressible de taille n. Puis je dis au moins, pardon, parce qu'en fait, on sait pas, on a juste compté tous les mots qui sont plus petits que taille n, mais en fait, ils pourraient ne pas être des encodages valides. Ils pourraient ne pas respecter le schéma d'encodage que j'ai pas défini. Donc, c'est pour ça qu'on dit au moins. Mais il pourrait en avoir plus. Puis c'est un détail quand même important. La deuxième mauvaise nouvelle à notre plan de devenir riche en inventant un super algorithme, c'est que même s'il y a infini mots qui sont incompressibles, on pourrait se dire que c'est pas bien grave parce que je peux juste les ignorer. Puis on pourrait vouloir se dire, ben c'est quoi ces mots-là justement, pour qu'on puisse les ignorer. Mais en fait, on se rend compte qu'on n'est même pas capable de calculer ou de déterminer, dans le fond, si un mot est incompressible ou pas. Puis ça, c'est très troublant. En tout cas, pour moi, ça l'est. Ça m'empêche pas de dormir, mais presque. Puis, pour prouver que c'est vraiment le cas, on va utiliser la technique de preuve préférée des gens, qui est la preuve par contradiction. Puis, on va donc supposer que c'est possible de le faire. Puis, on va supposer donc qu'on a une machine, une fonction M, qui va donner 0 si le mot en entrée est compressible, puis qui va donner 1 si le mot en entrée est incompressible. Puis donc, ça c'est la supposition qu'on fait. Puis, comme on a la machine universelle, on est capable d'imbriquer des fonctions dans d'autres. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction M'. Cette fonction-là, elle va recevoir un mot en entier, un nombre entier, en binaire comme argument. On va l'appeler N. Puis évidemment, nos fonctions reçoivent des mots en binaire, mais ce n'est pas nécessairement des nombres valides parce qu'ils peuvent être... ça peut être un paquet de zéros puis un nombre. Donc on va juste se dire, pas grave, on va enlever tous les zéros de trop pour que ça soit nécessairement un nombre binaire. C'est un détail peu pertinent, puis je perds du temps sur ce détail-là, mais c'est juste pour vous donner une idée de un peu comment ça marche. Puis ce qu'elle va faire, cette fonction-là, c'est qu'en appelant M, elle va retourner le dernier mot incompressible selon l'ordre lexicographique, parce que c'est le seul ordre qui va nous permettre d'énumérer tous les mots, de taille n. Donc, on va lister les mots de taille n en ordre lexicographique, puis on va retourner le dernier qui est incompressible. Donc, vous pouvez voir que, ayant accès à la fonction m, c'est tout à fait possible de faire la fonction m'. Il n'y a aucune restriction ou rien a priori qui nous dit on est incapable de faire ça. Donc, on va prendre W comme étant le dernier mot incompressible de taille un gros nombre fois la taille de M'. Puis on peut faire ça parce que M' est encodable. Donc, on sait c'est quoi la taille de sa représentation. On peut multiplier cette taille-là par un gros nombre que je n'essaierai pas de lire de façon incorrecte. Puis, on peut dire voici le dernier mot incompressible de cette taille-là parce qu'on sait qu'il en existe un à cette taille-là, un mot incompressible. Donc, on le place comme étant W. Je dis le dernier mot incompressible, je le spécifie ici, c'est comme ça que l'algorithme fonctionne, parce que je ne suis pas certain qu'il y en a juste un. Fait que j'ai juste à prendre le dernier lexicographiquement, puis je suis certain qu'il en existe un dernier lexicographiquement parce qu'il y en a un nombre fini. Donc, la taille de W, qui est un gros nombre fois la taille de M', ben là je skip les calculs, là, c'est plus grand que 2 fois la taille de M' plus log de la taille de M' fois plus log de la taille de W. Plus 2. Oui, on peut faire le calcul. Puis ça nous amène directement à une contradiction. Parce que on se rend compte que M' et cette longueur-là ici, écrite en binaire, bien important, c'est une compression de W parce que ça s'écrit en moins de caractères que le mot W. Puis, on se rend donc compte que si on est capable de déterminer si un mot est compressible ou pas, on peut se mettre à toutes les énumérer. Puis c'est là que le problème arrive, en fait. Puis, ben, c'est troublant
parce que là, on n'est pas capable de les identifier. On sait qu'il y en a une infinité. Puis là, on pourrait se dire, ben, c'est pas grave, parce que dans un... on va guesser, là, que si je prends un mot, les chances sont qu'il soit compressible beaucoup. Ou on peut se dire, c'est pas grave si notre algorithme manque quelques mots, tant que les autres mots, il est capable de les compresser par beaucoup. C'est là qu'il va rattraper la valeur qu'il a perdue. Puis, j'ai une mauvaise nouvelle encore une fois. La plupart des mots, donc si je prends un mot de longueur n, les chances sont que ce mot-là soit uniquement très légèrement compressible, que je ne puisse pas le comprimer de beaucoup de caractères. Donc, ça va très mal notre affaire, là. Si on veut vraiment devenir riche, ça va nous prendre un algorithme. Il va falloir trouver une autre idée parce que ça ne marchera pas du tout, là. Donc, pour prouver que les mots sont probablement, avec bonne probabilité, très légèrement compressibles, on va utiliser le même genre d'argument de comptage que j'ai utilisé auparavant. Je vais juste bouger ma caméra et voilà. Donc, on va encore une fois compter les mots qui peuvent faire office de compression, puis se rendre compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis là, comme on donne, on va dire, enfin, je vais y aller. On va définir des NC comme étant les mots incompressibles par au moins C caractères et de taille N. Puis là, on va se rendre compte que la probabilité qu'un mot ne soit pas C compressible, ça va être DNC divisé par 2 à la N. Puis en faisant exactement le même argument de comptage que tantôt, sauf qu'on rajoute le C comme étant la taille maximale, donc les mots n'ont jamais une taille de plus grande que N-C, ben on arrive à... là, je ne vais pas faire de calcul avec vous, on l'a déjà fait, là. C'est pas vraiment compliqué non plus. On arrive à que la probabilité qu'un mot W n'est pas C compressible, c'est 1 moins 2 à la 1 moins C plus 2 à la moins N. Puis là, ça n'a pas l'air de grand-chose. C'est au moins ça. Parce que, encore une fois, on ne sait pas si tous les mots qu'on a comptés sont vraiment des encodages valides. Mais, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Parce que si on place C est égal à 2, déjà, ça veut dire que 50% des mots ne sont pas compressibles par 2 caractères. Ça veut dire que si je prends, pour n'importe quel N, ça veut dire que si je prends des mots super longs, la moitié, je pourrais même pas les comprimer de 2 caractères. Ça, c'est triste, là. C'est vraiment pas joyeux, notre affaire, là. Puis ça fait juste augmenter, en fait. Plus qu'on prend un C grand, plus que la probabilité augmente. Donc, c'est très, très triste comme situation. Moi, ça me bouleverse. Donc, j'aimerais peut-être revenir un peu sur notre définition qui a été faite à la va-vite. Ce qui est intéressant dans notre définition, d'abord, c'est que c'est invariant sous le choix de l'alphabet. On peut choisir n'importe quel alphabet, puis ça ne change rien. On va arriver au même résultat. Évidemment, les probabilités vont changer, puis toutes sortes de choses, mais ça reste autant puissant, puis autant dévastateur, dans le sens qu'on n'a pas révolutionné le monde, là. Puis, une autre chose qui est intéressante, c'est que notre définition elle est invariante sous le mécanisme d'encodage des fonctions M. Puis, là, je ne l'ai pas défini c'est quoi ce mécanisme d'encodage-là. Mais la raison pourquoi c'est invariant sur ça, c'est que ce mécanisme d'encodage-là est dit universel. Donc, là, c'est pas un théorème, c'est un peu un axiome rendu là, c'est que la définition de M, qui je ne l'ai pas parlé plus tôt, mais en fait, c'est les machines de Turing, ça représente tout ce qui est capable d'être fait par un ordinateur qui existe en ce moment. Puis peut-être qu'il va toujours exister. Donc ça veut dire que peu importe le mécanisme d'encodage qu'on va utiliser, on va arriver au même problème. Par exemple, si je me dis, moi, je vais encoder mes fonctions dans le langage de programmation Julia, ben, on va être capable d'écrire le langage le symbole, l'alphabet, ça va être les caractères valides en Julia. Puis les fonctions, ça va être des fonctions Julia qui bouclent jamais à l'infini. Avec cette restriction-là, c'est important. Puis la machine universelle, ça va être un interprète Julia écrit en Julia. C'est pas impossible. Puis on va arriver au même résultat. Puis ça, c'est troublant. Très troublant comme présentation, ce que je donne aujourd'hui. Puis là, vous allez me dire, ah ouais, mais tu sais, c'est des jouets d'informaticiens, ça sert à rien. Puis là, je vais vous... je sais pas, j'ai le temps de faire cette preuve-là, on va essayer. Je vais vous bouleverser.
Voici, avec cette théorie-là, sans utiliser les outils que j'ai pas montrés, un argument simple, simple si vous considérez ça simple, sur la densité des nombres premiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va prouver que le ième nombre premier est dans le grand O de I log I au carré. Donc, c'est plus faible que le théorème original, mais la preuve tient dans une slide. Donc, il faut faire avec. Donc, on va prendre un mot en binaire de longueur n qui est incompressible. Puis, on va prendre un nombre premier, PI. Puis, PI, ça va être le plus grand diviseur du mot W. Parce que le mot W peut être reconnu comme un nombre entier. Puis, PI va être le plus grand diviseur. Donc, sans ambiguïté, on peut exprimer W par I et par W divisé par PI. Parce que si tu me donnes I, je suis capable de calculer c'est quel nombre premier. Puis W divisé par PI, ben c'est le restant. Là. C'est pas, vous le voyez. Le problème, c'est que W est incompressible. Donc, on doit avoir cette série d'inégalités-là. Donc, log W, donc le log de la taille de W, doit être plus petite que KW. KW, c'est la taille de l'encodage minimal de W. Puis, évidemment, la généralisation, c'est avec une virgule, c'est que je peux encoder plusieurs choses en un terme. Donc, je n'ai pas utilisé cette définition-là dans ma présentation, mais c'est équivalent à notre définition de compressibilité. Là. Donc, log W est plus petit que KW, qui est plus petit que l'encodage de KIM divisé par PI, parce que sinon, on aurait compressé le mot W, évidemment, qui est plus petit que C plus log I plus log de plein de calculs. Là. Je ne vais pas les faire au complet, mais en fait, en simplifiant, on arrive. Puis le C, dans le fond, c'est la taille de la machine. Là. C'est pour ça qu'il apparaît ici, puis c'est pour ça qu'on a un grand O à la fin. Mais en faisant juste des manipulations algébriques de base, là, on se rend compte, dans le fond, que PI doit être plus petit ou égal, ou être dans l'ordre de grand O de I log I carré. C'est une preuve super simple. C'est pas compliqué. Là. On utilise juste la théorie de base, puis un petit peu de manipulation algébrique. Puis là, je sais que j'ai skippé beaucoup de détails, mais il y a une erreur assez flagrante dans cette preuve. En fait, le résultat que j'ai montré ici est vrai, mais uniquement partiellement. En fait, c'est vrai pour juste les nombres premiers qui sont des facteurs de mots incompressibles. Puis je vous laisse réfléchir à est-ce que tous les nombres premiers sont des facteurs de nombres de chaînes incompressibles? Est-ce qu'il existe des chaînes incompressibles qui sont des nombres premiers, par exemple? Puis ça, la réponse est connue à cette question-là. Là. Puis donc, je vous laisse réfléchir à ça. C'est une petite piste de réflexion pour vous après cette présentation. Puis si vous êtes intéressé, vous pouvez me poser des questions. En fait, là, j'ai parlé à l'auteur de cette preuve quant à cette erreur-là. Puis, il y a des résultats intéressants qui découlent de ça. Donc, merci de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je pense un peu différente de ce qui est présenté d'habitude au Club Math.